Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans NTD le journal. Voici tout d'abord les grands titres de l'actualité chinoise de ce vendredi 31 août. Un avion d'Air China a fait demi-tour vers Pékin ayant reçu un message menaçant. Le commerce de la mort du PCC. Le mercredi 29 août, le CA-981, avion d'Air China au départ de Pékin à destination de New York, a fait demi-tour pour Pékin après 7 heures de vol. Selon Air China et l'agence officielle Xinhua, le vol a reçu un message menaçant disant que l'avion devait rentrer directement à Pékin pour subir un contrôle total des passagers et des bagages. Des internautes chinois soupçonnent la défection d'un haut responsable chinois vers les États-Unis, tandis que certains passagers du vol ont raconté qu'une jeune chinoise a été encerclée par de très nombreux policiers. L'avion a par la suite repris son vol vers New York et a enfin atterri à l'aéroport JFK le jeudi 30 août à minuit 40 heure de New York. Un membre de l'équipage d'Air China CA981 qui ne tenait pas à répondre à nos questions a été emmené par un homme en veste bleu foncé déclarant que l'équipage était déjà épuisé. Mais une chose est sûre, cet équipage n'est plus le même que celui qui a fait demi-tour pour Pékin. Oui, c'est seulement après avoir atterri à Pékin qu'on a su. Ils n'ont rien annoncé à part des turbulences. Une fois l'atterrissage terminé, on nous a demandé de prendre tous nos bagages et de descendre de l'avion. Avez-vous vu beaucoup de policiers? Ah oui, beaucoup, vraiment beaucoup. Combien de policiers à peu près? Peut-être une centaine. Selon un message posté sur le site officiel d'Air China, l'avion a reçu un message menaçant. Les médias chinois ont rapporté que le dit renseignement provenait du département de la sécurité intérieure des États-Unis. Étant donné le caractère inhabituel de cette affaire, Air China n'a toujours pas donné d'explication claire et détaillée jusqu'à ce jour. On s'interroge aussi sur la présence d'une centaine de policiers à l'aéroport. Faire demi-tour après 7 heures de vol, c'est bien inhabituel. L'hypothèse de la défection d'un haut responsable chinois a été aussi avancée. Il semble que beaucoup de mystères restent à résoudre. Nouvelle NTD. L'usage de camionnettes de la mort et les méthodes d'exécution des condamnés à mort en Chine ont toujours intéressé la communauté internationale. Sur le moteur de recherche chinois Baidu Encyclopédia, le terme injection létale est lié à l'histoire d'un internaute déclarant avoir conduit ces camionnettes de la mort pendant 2 ans. Cet internaute explique que beaucoup de condamnés à mort reçoivent des injections dans ces lieux d'exécution mobile et que certains étaient portés dans les fours crématoires avant même d'être morts. Selon les fabricants de ces engins de la mort, ces méthodes sont plus civilisées que le traditionnel peloton d'exécution et la Chine se préoccupe véritablement des droits de l'homme. Regardons maintenant notre dossier interdit du jour. Dans la lignée du projet des wagons à gaz imaginés par les nazis pour tuer les criminels, les juifs et les personnes mentalement déficientes, le Parti communiste chinois a mis au point une camionnette de la mort, mobile et hautement technologique. Un moyen plus efficace pour exécuter les prisonniers que la traditionnelle balle dans la tête. Les essais de ce centre d'exécution mobile ont commencé en 2006. Aujourd'hui, ces véhicules se trouvent partout en Chine. Leur nombre exact reste un secret d'État. Voici l'histoire d'un internaute qui a avoué avoir conduit l'une de ces camionnettes de la mort pendant 2 ans. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment par NTD. Selon l'internaute, la personne exécutée reçoit 2 injections. La première est un anesthésiant, la seconde, une solution provoquant l'arrêt cardiaque. Au bout d'1 minute, le prisonnier est pris de spasmes de plus en plus intenses avant de se calmer. Cela prend entre 5 et 8 minutes. Si l'injection létale est infligée sur le chemin du crématorium, il arrive que le prisonnier soit porté dans les flammes, encore parcouru de spasmes, c'est-à-dire avant la mort cérébrale. La mort cérébrale, cela veut dire que le cerveau n'a plus aucune activité centrale et est complètement mort. Après l'arrêt cardiaque, cela ne veut pas dire que cette personne est morte. Pendant 10 minutes d'arrêt cardiaque, si le cœur peut recommencer à battre, la personne survivra sans problème. Le problème remis en question ici est que les prisonniers sont pris de spasmes après les injections. C'est assez étranger parce que dans les pays occidentaux, l'injection permet aux personnes de mourir paisiblement. Selon Chu Chenchao, il faut attendre un certain temps après une injection létale. Alors pourquoi les corps doivent-ils être brûlés aussi rapidement?
Cela vaut la peine d'être pris en considération. En 2009, Wang Zhefu, le vice-ministre chinois de la Santé, a affirmé que les prisonniers ne constituaient pas une source satisfaisante d'organes humains. Pour pouvoir prélever leurs organes, il faut d'abord obtenir un accord signé de leurs mains. De ce qu'il a dit, on peut comprendre qu'il reconnaissait l'existence de prélèvements d'organes sur les prisonniers exécutés en Chine communiste. Dans un article de 2006 intitulé « La Chine rend la peine capitale mobile », USA Today expliquait que le but des camionnettes d'exécution était de rendre confortable et efficace le prélèvement et la vente des organes des prisonniers exécutés. Selon Amnesty International, en comparaison à la fusillade, l'injection létale est une méthode plus efficace pour le prélèvement d'organes. Amnesty International possède de solides preuves montrant que la police, les tribunaux et les hôpitaux du PCC sont impliqués dans le trafic d'organes. Wang Weini est diplômée de la faculté de médecine américaine du Mont Sinaï. Elle suit les allégations de trafic d'organes depuis les premières suspicions en Chine. Mais selon elle, les condamnés à mort ne sont pas les seuls concernés. Les prisonniers de conscience comme les pratiquants de Falun Gong ou les Ouïghours sont également victimes. Sur les lieux d'exécution, un groupe de médecins attendent. Après que le prisonnier a reçu l'injection ou avant sa mort, les médecins prélèvent ses organes. Lors d'audience au Congrès américain, on a entendu plusieurs cas comme cela. Le médecin Wang Guoqi a témoigné sous serment de ce qu'il a vu. Ce médecin a raconté ce dont il avait été témoin. Après l'injection, le rein du prisonnier était retiré en 2 minutes et ensuite un autre médecin emmenait le corps au crématorium et dans une petite pièce à côté du four crématoire, il retirait les membres du prisonnier, la peau de sa poitrine et de son dos qu'il plaçait dans une solution de cryoconservation. Les cornets étaient aussi prélevés. Le PCC a une longue histoire de prélèvement et de vente d'organes humains. Depuis le début de la persécution du Falun Gong, surtout, ce genre de crime a atteint des extrêmes. Les responsables du PCC n'ont plus aucun scrupule pour amasser les profits. Un nouveau livre intitulé « Organes d'État, les abus des prélèvements en Chine » a été publié en 2012 par une équipe de médecins et d'experts. Le prélèvement d'organes est devenu le cauchemar moderne. Aussi horrible que cela puisse paraître, cela est bien réel. Dossier interdit NTD. Des informations canadiennes à suivre dans un instant. La maladie du légionnaire frappe le Québec. Depuis la mi-juillet, on compte plus de 126 cas de la maladie du légionnaire à Québec, dont 9 décès en date du 29 août. La Direction régionale de santé publique est préoccupée par la rapidité de l'étendue de la maladie qui, semble-t-il, aurait pu être évitée. Entre-temps, on peut s'attendre à plus de décès et de personnes infectées avant que la situation ne s'améliore. C'est un choc. Solange Allen ne peut toujours pas croire que son mari est parti. On se revoit demain matin et on s'embrasse. À son grand désarroi, son époux Claude Desjardins est décédé à l'hôpital cette nuit-là à l'âge de 64 ans. La maladie du légionnaire est une sorte de pneumonie de type grippal qui généralement n'affecte que les gens souffrant de problèmes pulmonaires ou ayant un système immunitaire affaibli. Elle est causée par une bactérie qui se développe dans les eaux stagnantes. Dans le cas présent, les systèmes de refroidissement des bâtiments sont en cause. Le maire de Québec, Régis Lebaume, revient de ses vacances un peu plus tôt afin que la population ne panique pas. Si vous avez la bactérie à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas la transmettre à d'autres. La direction de la santé publique a vérifié et nettoyé chaque unité de refroidissement dans la zone touchée. Les autorités ont remarqué que près d'un tiers des unités se trouvaient dans un état catastrophique. En 1997, un rapport de santé sur la maladie recommandait une vérification périodique des bâtiments. Le maire affirme que la recommandation a été ignorée. Rien ne s'est passé. Au cours des 15 dernières années, rien ne s'est passé. Lorsqu'on demande aux services de santé et services sociaux pourquoi rien n'a été fait plus tôt, les fonctionnaires ont juste pu dire qu'ils ont réagi promptement face à l'épidémie. Je pense que nous ne pouvons pas prendre de risques inutiles avec la sécurité et la santé des gens.
Les autorités sanitaires ont appelé l'épidémie actuelle l'une des pires épidémies au Canada depuis 25 ans. Pourtant, ce microbiologiste insiste que pour les personnes en bonne santé, le risque est minime. Environ 6 000 personnes étaient vraiment entrées en contact avec cette bactérie et rien ne leur est arrivé. Même si les autorités sanitaires déclarent que l'épidémie est réprimée, la maladie est toujours dangereuse durant la période d'incubation de 7 à 10 jours, ce qui peut signifier encore plus de décès et de personnes atteintes de la légionnaire. Les meilleurs pédiatres aux États-Unis se servent de leur expérience pour soutenir la circoncision. Ils déclarent qu'il y a plus d'avantages pour la santé que des risques. C'est le dernier chapitre d'un long débat qui fait des vagues depuis des décennies. Il y a quelques mois, plusieurs femmes de ce centre de conditionnement physique avaient une décision à prendre. Faut-il circoncire leur bébé garçon ou pas? Les risques semblent être assez mineurs. Les risques de la procédure elle-même, un gonflement, des saignements et même des infections. Mais pour les avantages à long terme, il y a des conditions que la circoncision pourrait empêcher. C'est un sujet controversé et cette instructrice avoue que les mamans de sa classe n'en parlent pas ouvertement. Les gens ont peur, ils sont si effrayés de prendre la mauvaise décision. Maintenant, il y a de nouvelles lignes directrices de l'un des groupes les plus influents de médecins aux États-Unis. Il vise à aider les parents à prendre une décision éclairée. L'Académie américaine de pédiatrie affirme que la recherche suggère que les avantages à faire la circoncision pour la santé l'emportent sur les risques. Il est dit, les avantages spécifiques identifiés incluent la prévention des infections des voies urinaires, le cancer du pénis et la transmission de certaines infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. L'organisation ne va pas jusqu'à recommander la procédure, la décision finale devrait être prise par les parents. Au Canada, les lignes directrices qui ont été établies en 1996 disent que la procédure ne devrait pas être faite systématiquement. Jaya Klassen dit qu'elle se sent parfois bombardée de recherches contradictoires. C'est vraiment difficile. Il semble que tout le monde a une opinion différente. Tous les livres que vous lisez disent quelque chose de différent. Tellement d'informations sur tout, pas seulement sur la circoncision. La Société canadienne de pédiatrie affirme qu'elle examine cette nouvelle recherche et présentera ses mises à jour d'ici 1 an. Et tout de suite, des informations internationales après une petite pause. Mitt Romney, nommé candidat républicain aux élections américaines. Un nouvel espoir pour l'Amérique. Mitt Romney, 65 ans, se présente comme le futur président qui amènera un avenir meilleur aux Américains. Ce candidat républicain promet de tenir tous ses engagements en répondant aux échecs du président en place, Barack Obama. Mitt Romney a accepté sa nomination de candidat républicain pour les prochaines élections présidentielles américaines. Dans son discours d'investiture, il a demandé à son électorat de l'aider à reconstruire l'économie américaine et à créer des millions de nouveaux emplois pour effacer la déception laissée par Barack Obama et restaurer les promesses de l'Amérique. Mitt Romney a annoncé vouloir unifier un pays divisé par des promesses non tenues. Ce dont notre pays a besoin n'est ni compliqué ni profond. Il n'y a pas besoin de commission gouvernementale pour nous dire ce dont l'Amérique a besoin. L'Amérique a besoin d'emplois, de beaucoup d'emplois. Le discours de l'ancien gouverneur du Massachusetts a été suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. Il a tourné un doigt accusateur vers le président en fonction, comparant les promesses faites lors de son élection en 2008 avec la déception de ces 4 dernières années. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qu'il a fait en tant que président, alors que vous vous sentiez si bien le jour où vous avez voté pour lui. Mitt Romney et l'actuel président Barack Obama se trouvent au coude à coude dans les sondages depuis plusieurs semaines. Mais la nomination officielle du candidat républicain lui a donné un petit avantage lors des derniers sondages Ipsos avec 44% d'intention de vote contre 42% pour Barack Obama.
Celui-ci aura l'occasion de prendre la parole devant ses électeurs lors de la convention démocrate la semaine prochaine en Caroline du Nord, mais il lui sera difficile de reprendre l'avantage alors que la situation économique défavorable continue de peser sur le pays. Mitt Romney avait déjà présenté sa candidature en 2008 sans succès. Cette fois, il a réussi à convaincre au cours d'une longue campagne et à se démarquer de nombreux candidats conservateurs. Jeudi, le président mexicain Felipe Calderón a proposé une nouvelle version de loi concernant les victimes qui subissent des violences dans le pays. Une demande qui s'adresse au gouvernement fédéral afin de compenser celles-ci subies par les victimes en leur apportant des aides financières et médicales. Le président mexicain Felipe Calderón a proposé ce jeudi 30 août une nouvelle version de la législation générale pour les victimes qui devrait compenser les victimes de violences dans le pays. Cette loi demande au gouvernement fédéral d'apporter une aide financière, légale et médicale aux victimes de violences brutales qui sévissent entre les gangs du pays. Le gouvernement fédéral devra aussi rechercher activement les personnes portées disparues, présenter des excuses publiques et proposer des abris aux personnes risquant de subir des violences. Cette loi générale pour l'attention de la protection des victimes devrait apporter la réconciliation dans notre pays et mettre fin, une fois pour toutes, à la double victimisation des victimes qui souffrent entre les mains des criminels avant de souffrir de l'inertie des autorités. Cette loi vise à rétablir le droit et la dignité des victimes. De cette façon, les criminels répareront les dégâts qu'ils ont causés et les autorités s'assureront de prévenir les manquements aux droits de l'homme. Les réparations ne seront pas seulement d'ordre économique, mais le droit des victimes sera aussi restauré. Leur dignité et leur honneur seront reconnus publiquement. En avril dernier, les deux chambres du Congrès mexicain avaient voté une loi pour les victimes à laquelle le président Calderón s'était opposé, jugeant que les gouvernements régionaux ne partageraient pas suffisamment la tâche de faire appliquer cette loi. La loi a été révisée en coopération avec des intellectuels de l'Université nationale autonome du Mexique, des législateurs et des organisations civiles. Près de 55 000 personnes sont mortes depuis que Felipe Calderón a lancé sa lutte armée contre les cartels de la drogue et le crime organisé après avoir pris le pouvoir en 2006. Des milliers de personnes ont aussi été portées disparues pendant cette période et les groupes de défense des victimes se sont plaintes des abus des forces de sécurité gouvernementales. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle est aussi un moyen de transmettre des messages. Inspiré par le printemps arabe, un trio d'artistes angolais appelé Tribo Soul dénonce la corruption et le non-respect des droits de l'homme par le gouvernement du président José Eduardo dos Santos, qui est au pouvoir depuis 33 ans. Inspiré par le printemps arabe, un trio d'artistes angolais appelé Tribo Soul, la tribu du Sud en portugais, a appelé à dénoncer la corruption et le non-respect des droits de l'homme par le gouvernement du président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans. Le mouvement a commencé l'an dernier et s'est concrétisé le 7 mars dernier lorsqu'une trentaine de jeunes Angolais emmenés par l'artiste hip-hop Caveira Faz Tudo ont appelé au changement et à une seconde indépendance. Ce 31 août, l'Angola vote après une guerre civile qui a coûté la vie à des milliers de personnes et décimé l'industrie du pays. Le président au pouvoir et son parti devraient une fois de plus remporter ces élections. Les manifestations organisées par ce mouvement de jeunes est l'un des rares signes de dissension dans un pays où l'opposition est souvent maintenue de force dans le silence. Les jeunes artistes utilisent la musique et les médias sociaux pour atteindre une population de plus en plus mécontente face à la pauvreté, le manque de liberté de la presse et la distribution inéquitable de richesses. L'Angola est le deuxième pays africain producteur de pétrole, mais ses ressources n'enrichissent que le président et son entourage direct. Caveira Faz Tudo a fui la guerre vers l'Afrique du Sud en 1998. Il est revenu en Angola en 2010, prêt à participer au changement dans le pays. Lui et ses amis artistes ont décidé de surveiller les élections et de dénoncer les fraudes.
Nous savons tous qu'il y aura de la fraude. C'est pourquoi nous avons créé un site où les gens peuvent envoyer un SMS ou appeler pour dénoncer la fraude. Pourquoi? Parce que le gouvernement contrôle la commission électorale et ils font tout dans leur propre intérêt. Mais au fond, la majorité des gens en ont marre. La chute des gouvernements d'Afrique du Nord et du Proche-Orient conforte les espoirs du jeune artiste. Nous faisions déjà cela en petit nombre, puis nous avons vu l'Égypte, la Libye et l'Algérie, et nous avons trouvé la confiance. Si une personne comme Kadhafi tombe, n'importe qui en Afrique peut tomber. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti du président Dos Santos, avait remporté 82% des voix lors des élections de 2008, après avoir gagné une guerre civile contre les groupes rebelles. Cette année, le parti base sa campagne sur le maintien de la stabilité et la reconstruction de l'industrie angolaise. Mais peu d'observateurs occidentaux se trouvent dans le pays en ce jour d'élection, et les alliés économiques de l'Angola ne sont pas libres de critiquer ouvertement les nombreuses fraudes électorales. L'Angola est un bon partenaire d'affaires pour l'Union européenne, les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils exercent des pressions sur le gouvernement angolais. Aussi, il y a la Chine. La Chine est devenue une grande menace pour les intérêts occidentaux. Les pays occidentaux ne veulent pas élever la voix et soulever les problèmes avec le gouvernement angolais, parce qu'ils savent qu'il y a la Chine qui peut facilement les remplacer. Elias Isaac appelle les partis d'opposition à trouver un terrain d'entente pour faire front contre le président Dos Santos. Le changement doit venir de l'intérieur. Plus personne ne pense que le changement vient de l'extérieur. C'est le devoir des partis d'opposition. Ils doivent s'organiser et se mobiliser. La route est longue avant qu'on y arrive, mais c'est sûr que nous y arriverons. Plusieurs membres des partis d'opposition ont été arrêtés ce jeudi, après avoir essayé de pénétrer dans les locaux de la commission électorale pour demander l'installation d'un système de surveillance des élections comme l'autorise la loi angolaise. Les habitants de Hong Kong n'en ont peut-être pas conscience, mais l'île sur laquelle ils vivent fut sans doute autrefois le site d'une immense éruption volcanique. Les chercheurs du Bureau d'ingénierie géotechnique de Hong Kong expliquent ainsi la topographie unique de Hong Kong. Hong Kong a probablement été construite sur les ruines d'un supervolcan qui est entré en éruption il y a 140 millions d'années, selon les géologues du Bureau géotechnique de Hong Kong. Je pense que pour un scientifique, c'est le moment de vérité. Après des années et des années de recherches minutieuses et systématiques, tout d'un coup, l'histoire prend forme. C'est excitant quand ça se passe comme cela. Un supervolcan peut cracher plus de 1000 mètres cubes de cendres. Les géologues estiment que le volcan sur lequel est posé Hong Kong crache plus de 1300 mètres cubes de cendres. Cela peut paraître assez effrayant pour les résidents de Hong Kong, mais Denis Tang nous assure qu'il n'y a rien à craindre. Hong Kong, the main cities actually sit on a very old volcano. La principale ville de Hong Kong est assise sur un très vieux volcan, mais les gens n'ont rien à craindre puisque le volcan est déjà éteint et il n'y aura pas de nouvelles éruptions. Le volcan est vieux de 140 millions d'années et les géologues pensent qu'il a pu entrer en éruption autour de la fin de la période jurassique. C'est une théorie plausible que l'éruption de quelques supervolcans ait contribué à l'extinction des dinosaures. Le premier exemple bien documenté d'un ancien supervolcan dans le sud de la Chine, mais nous pensons qu'il y a d'autres exemples dans le sud-est de la Chine qui attendent d'être découverts. Le Bureau d'ingénierie géotechnique déclare que la dernière éruption d'un supervolcan a eu lieu en Nouvelle-Zélande il y a environ 26 000 ans. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi prochain.